De toute façon, c'est pas tout d'avoir de la bonne volonté, il s'agit aussi de mettre en place, en tout cas, un cadre qui soit propice et qui permette justement qu'on s'y retrouve. Non, rien. Alors c'est vrai que les gens qui me croisent quand je fais des vidéos de promenade de chiens peuvent avoir l'impression que je suis en train de parler tout seul. Mais dans le fond, vous le savez aussi bien que moi, je m'adresse directement aux gens qui regardent ma chaîne YouTube, qui regardent mes vidéos. Mais finalement, peu importe ce que pensent les gens qui pourraient me croiser, dans l'absolu, ils pourraient très bien me croiser en train de parler tout seul. Alors j'avais envie de parler du fait de soliloquer, c'est-à-dire en gros se faire des petites conversations tout seul, parler tout haut. Moi je pense que c'est un sujet qui est intéressant dans la mesure où, je l'ai déjà dit, il peut m'arriver de temps en temps de parler tout seul. Et c'est aussi parce que c'est une thématique que je retrouve assez souvent dans les témoignages que je peux lire ça et là au sujet du TSA. De là à faire un lien direct, un jeu de corrélation, voire de causalité entre TSA et le fait de parler tout seul, il n'y a qu'un pas. Comme j'ai pas vraiment cherché d'études à ce sujet, je ne peux être aujourd'hui que dans la pure spéculation. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout exceptionnel que de soliloquer, que de se faire des petites conversations, que de parler tout seul. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez connoté négativement parce que spontanément on va associer le fait de parler tout seul à une certaine pathologie, à un trouble mental. On considérera que c'est l'expression d'une hallucination. Et là je dis pas que c'est impossible ou que c'est pas le cas puisque j'y connais rien. Alors de toute façon j'ai pas prévu de m'aventurer sur ce sujet. Mais là où ça va se rejoindre, c'est quand on considérera le poids social, le regard sociétal à porter dessus. C'est-à-dire que si on croise quelqu'un dans la rue qui parle tout seul, spontanément on va se poser des questions. De même que si moi-même je me retrouve à parler tout seul et que je me fais choper par quelqu'un, spontanément je vais m'arrêter, je vais trouver une justification, du moins je me sentirai pas à l'aise. Et là on en arrive au fait que tout ça, ça s'exprime souvent quand on est seul. Alors il y a quand même différentes manières de parler tout seul. Tu vois par exemple il y a des gens qui vont commenter tout ce qu'ils font. Maintenant que j'ai fini le ménage, je vais aller faire des courses. Oh, où sont mes clés? Tu sais, limite les mecs qui génèrent des sous-titres de leur propre vie en permanence. Ah, je suis bête. Il y a aussi ceux qui vont s'adresser à eux-mêmes comme s'ils étaient une autre personne, comme s'ils étaient leur propre coach. Bon allez, c'est l'heure. Courage Fabrice, vas-y. Voire même qui se positionneront en anti-coach, limite en castrateur. Putain, je suis vraiment une merde. Puis t'as aussi des gens, t'as l'impression qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un vrai groupe de parole. Ils se refont plein de conversations, ils incarnent tous les personnages. Je sais qu'il y a même des personnes qui s'adressent à des tiers. Et ça peut être par exemple leur animal de compagnie, ça peut être un objet. Et là pour le coup, on rentre dans une espèce de jeu conversationnel à sens unique. Bref, je vais pas vous lister toutes les possibilités, mais je vais juste considérer mon cas. Et très souvent, je vais me mettre à soliloquer quand je suis tout seul et en action. Par exemple, quand je fais du bricolage, quand se passe l'aspirateur. Et il n'est pas rare que ma femme m'interpelle en me demandant à qui je parle. Voire qu'elle me soupçonne d'entretenir des relations secrètes. Non, je suis pas en train d'envoyer des vocaux en message privé. Alors c'est vrai que si on me demande pourquoi je fais ça, j'arrive facilement à expliquer la fonction que ça peut avoir pour mon économie générale. Mais je vois bien que je suis moi-même happé et que je peux pas vraiment m'en empêcher. Je sais en tout cas que c'est corrélé avec une interaction sociale à venir ou qui vient de se passer. J'ai tendance à anticiper des conversations en lien avec des situations sociales qui me rendent anxieux. Par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin, dans ma bagnole, je vais anticiper toute la conversation. Je vais préparer mes phrases. Ou alors, a posteriori, je vais refaire les conversations de manière à obtenir un narratif qui me convient mieux. Pour moi, ça rentre vraiment dans le cadre d'une transition. Le fait de passer d'un état homéostatique avec moi-même à une démarche culturelle, dans le sens où je suis en relation avec les autres, ça passera par la transition du soliloque. En gros, je l'aborde comme une espèce d'agencement avec moi-même, comme une morphostase. Et dans le cas de figure où la situation s'est déjà produite et que je la réécris en allant dans mon sens, je le vois comme une préparation en vue d'une autre situation qui serait éventuellement similaire. Clairement, je considère ça comme un mécanisme adaptatif qui vient réguler l'anxiété. Donc en fait, je me prends absolument pas la tête, ni n'ai de doute sur ma santé mentale. Parce que très souvent, les personnes, quand elles se mettent à parler toutes seules et qu'elles se rendent compte qu'elles sont en train de parler toutes seules, elles peuvent avoir en elles une part de doute, de questionnement, en se demandant si elles sont pas en train de follayer. Mais ça, c'est clairement lié au regard social. Parce que si tu te balades dans la rue et que tu vois quelqu'un qui se met à danser, spontanément, tu diras pas qu'il est libre ou qu'il est dans une démarche artistique. Tu te diras qu'il est timbré, parce qu'ils ne se font pas suffisamment dans la norme. Donc le fait de parler tout seul, c'est mal vu socialement. Et donc on va avoir tendance à le réfréner, alors que ça peut être hyper utile. Tu vois, par exemple, il y a une étude de je sais pas quelle université qui avait proposé à des gens de faire des courses. Donc ils avaient mis des gens dans un magasin qu'ils connaissaient pas et ils avaient une liste précise de courses à faire. Un des groupes, on leur disait de faire les courses en silence.
silence. Le deuxième groupe, on leur proposait de pouvoir faire les courses en parlant. Et ben on a constaté que le deuxième groupe, ceux qui avaient le droit de soliloquer, non seulement ils étaient plus rapides, mais ils étaient en plus beaucoup plus efficaces et organisés pour faire leurs courses. Tout simplement parce que le fait de parler, de poser les mots, le son de la voix, ça permet de prendre de la distance avec l'émotionnel, donc avec le stress, et qu'au niveau de la structuration du cerveau, ça te permet d'être beaucoup plus attentif, d'être beaucoup plus concentré. En clair, parler tout seul, ça concourt à de meilleures fonctions exécutives, notamment la flexibilité cognitive et l'inhibition latente. Les neurosciences ont même démontré que c'était efficace en matière d'apprentissage. Après, ça c'est sûr que ça dépend des gens. Certaines personnes, pour apprendre, ont besoin d'avoir un bruit de fond, d'autres ont besoin d'être dans le calme, certains apprendront en silence, d'autres en parlant. Bien qu'on ait longtemps associé le fait de parler tout seul à une certaine symptomatologie d'une maladie mentale, c'est de plus en plus reconnu que c'est pas le cas, mais qu'en plus ça vient participer aux performances intellectuelles. Après, je suis en train de dresser les points positifs, mais il a aussi été démontré que très souvent, les personnes qui soliloquent sont des gens qui vont souffrir un peu plus de solitude. Donc c'est sûr que le lien, il est assez facile quand tu présentes un trouble du neurodéveloppement, que tu as vécu des situations sociales compliquées, que tu as souvent du mal à t'insérer, à te sentir vraiment appartenir au monde, c'est un peu logique que tu puisses ressentir un peu de solitude de temps en temps. Et le fait de parler tout seul ne reviendrait absolument pas à se recréer un monde, mais plutôt à reprendre possession de soi dans un monde où parfois on s'y sent bien étranger. Bref, moi je fais ça depuis des années, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Pour autant, ça n'a jamais été envahissant. Des fois c'est rigolo, je fais même de l'écolalie de moi-même. C'est-à-dire que je suis en grande conversation et tout d'un coup je vais répéter plusieurs fois en fait la dernière phrase, les derniers mots. Et très souvent c'est sensoriel, c'est la sonorité du truc, c'est la fréquence, ça me fait un petit truc en moi et qui tout d'un coup vient faire sens, qui tout d'un coup fait du bien, enfin ça me semble évident, alors du coup je répète. Tu vois par exemple quand je prononce bruit pour point, moi j'adore bruit pour point, ça vous le savez bien, mais il y a le mot bouilloire, je trouve bouilloire, c'est le genre de mot comme ça. Bon, je sais pas dans quelle mesure je vais être censé prononcer bruit pour point dans une conversation avec moi-même, mais imaginons, j'aurais tendance à le répéter. Donc il va y avoir aussi quelque chose d'apaisant dans le son de sa propre voix, dans les vibrations que ça procure en fait. En tout cas, j'associe volontiers ça aux stéréotypies et au steaming, aux autostimulations, puisque comme je l'avais dit dans un précédent épisode, les stéréotypies et steaming sont aussi des indicateurs de l'état émotionnel dans lequel je vais être. Parfois, je serais bien en peine à me distinguer émotionnellement, mais j'arrive à faire des liens entre l'expression de certaines particularités, la recrudescence de gestes stéréotypés par exemple, en fonction de l'état dans lequel je suis. Donc si j'appose une espèce de regard méta au moment où je me mets à parler tout seul, cela vient aussi faire signal en moi pour m'indiquer que potentiellement en ce moment je suis anxieux. Après, quand je parle d'anxiété en lien avec des situations sociales qui me questionnent et qui me travaillent, c'est pas tout le temps dans un contexte négatif. C'est parfois aussi en fonction de situations positives que j'anticipe et que d'ordinaire j'ai un peu de mal à gérer. Tu vois, le genre de situation où je vais me retrouver au centre de l'attention parce que genre on me fait une fête ou j'en sais rien. Et c'est parfois lié aussi à une reconnaissance que j'aimerais bien avoir de la part des autres. Après, ça arrive pas souvent. En gros, on réclame pas. Toujours est-il que je peux parfois scénariser, projeter une situation positive où on m'adresse des mots sympas. Sur le coup, en conversation avec moi-même, je suis quand même hyper fort, j'ai les mots justes, vraiment, je serais même touché par moi-même. Et quand on se retrouve en mode réalité, je suis une grosse merde. En tout cas, ce qui me questionne, c'est de me demander s'il y a une prévalence de solilocation chez les personnes avec autisme. Est-ce qu'elles sont pas sujettes à anticiper des scénarios sociaux en parlant toutes seules? Est-ce qu'elles vont pas le faire pour réguler leur attention, leur concentration et éviter de se disperser, quoi? En fait, j'en sais rien et peut-être que vous, de votre côté, vous avez votre avis sur la question. Je serais bien intéressé que vous réagissiez en commentaire pour me dire si oui ou non ça vous arrive de parler tout seul et dans quel cadre, selon quelles conditions, de quelle manière cela s'exprime. Si de votre côté vous avez accès à des articles ou des études qui ont été menées qui font le lien entre TSA et le fait de soliloquer, je suis preneur aussi. Et en clôturant cet épisode, je me pose quand même une question. Depuis 2 ans et demi que je fais des vidéos de promenade de chiens, si ça se trouve, ma Bella pense que son maître parle tout seul. De là à faire un jeu. C'est un oiseau, il a dû penser que je parlais tout seul. Non mais en plus, comme je suis dans les bois et que j'ai fait récemment un épisode 229 au sujet de Mike Myers et d'Halloween, en fait ça me fait flipper.